Chevalier de Nantes qui va nous parler des conditionnements. Merci Patrice. Sur glisser comme ça. C'est bon. Bonjour à tous. Et d'abord, merci à Didier et à Philippe pour m'avoir invité pour parler d'un autre sujet concernant les allogreffes. Donc, les conditionnements, là aussi, vous allez voir que c'est un peu compliqué, aussi compliqué que de choisir un donneur et un greffon, un type de greffon. Alors, pour commencer, des généralités et des définitions. Alors, je commence par cette diapositive qui peut vous sembler un petit peu rébarbative, mais en fait, pour vous rappeler que l'allogreffe, on est maintenant à 65 ans du début. Première publication 1957, Don Thomas, prix Nobel de médecine en 1990. Tout ça pour dire que la greffe, ça a une histoire, et vous allez voir que les conditionnements, c'est pareil, ils font partie de cette histoire, et que au fil du temps, on a développé différents types de conditionnements, en commençant par les conditionnements qu'on appelle myélo-ablatifs. Et il a fallu attendre la fin des années 90 pour connaître et développer les conditionnements non myélo-ablatifs. Puis vous voyez, au fil des années 2000, à nouveau, plusieurs types de conditionnements nouveaux, séquentiels, MAC à toxicité réduite, conditionnement pour des greffes de cordon chez les adultes, et puis les fameux conditionnements pour les greffes haploïdentiques. Donc, je vais un peu décliner en fait ce cours sur le mode du développement et de ces conditionnements au fil du temps. Et vous allez voir qu'on a fait effectivement beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de réponses qui restent en suspens, évidemment. Alors, des mots de définition pour commencer. Qu'est-ce qu'un conditionnement? Eh bien, vous le savez, c'est le traitement qui précède la greffe. C'est un traitement préparatoire et c'est une étape indispensable pour la bonne conduite et le bon résultat de la greffe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce traitement préparatoire? Très rapidement, c'est de la chimiothérapie, parfois de la radiothérapie ou une association de chimio-radiothérapie, associée également à de l'immunothérapie. On va décliner tout ça. Alors, quel est l'objectif principal? Très rapidement aussi, enfin très rapidement, non, c'est pas rapidement parce que c'est très important. À quoi sert un conditionnement? À une chose, s'il faut retenir une chose, c'est la prise du greffon. Et cette prise de greffon est assurée par le conditionnement grâce à deux actions principales, qui est la myéloablation. Donc, il faut faire de la place pour que le greffon puisse s'installer au niveau des niches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Et puis, il faut également détruire le système immunitaire de l'hôte. Sinon, si on ne le détruit pas, eh bien, les cellules immunitaires vont évidemment reconnaître les cellules du greffon, qui sont des cellules donc, du non-soi. Et donc, elles sont programmées, ces cellules immunitaires, pour détruire ce qui n'est pas le non-soi. Et donc, on peut arriver donc, à une destruction du greffon si l'hôte n'est pas immunodéprimé. Donc, il faut aussi immunodéprimer le patient qui va à la greffe. Ce sont deux actions absolument indispensables, sauf exception, on va en voir une. Deuxième objectif, eh bien, si vous greffez un patient avec une pathologie tumorale, c'est évidemment que vous pouvez également jouer sur l'action antitumorale des drogues utilisées dans le conditionnement et avoir une action antitumorale via ce conditionnement. Stéphanie a parlé de maladies résiduelles tout à l'heure. Vous savez que, effectivement, un des facteurs pronostiques principaux dans les maladies hématologiques, c'est le fait d'avoir une maladie résiduelle élevée. Et cette maladie résiduelle élevée pré-greffe peut également être responsable d'un taux de rechute post-greffe. Et via le conditionnement, vous pouvez essayer de diminuer cette maladie résiduelle. Alors, ça passe évidemment par le degré également de myéloablation, parce que ces cellules résiduelles sont également localisées dans la moelle. Donc, plus vous allez détruire la moelle du patient, plus normalement vous allez détruire ces cellules tumorales résiduelles. Troisième action
qui est lié à l'immunodépression induite chez l'hôte, c'est que vous pouvez également avoir une action éventuelle sur la prévention de l'attaque du greffon contre l'hôte, la maladie du greffon contre l'hôte, via les drogues immunosuppressives. Par exemple, on va le voir, on utilise beaucoup le sérum antilymphocytaire qui a une durée de vie assez longue. Et donc, au moment où vous allez greffer votre patient, ce sérum antilymphocytaire va toujours être dans l'organisme de l'autre et va entraîner également une destruction des lymphocytes du greffon. Alors, quels sont les agents du conditionnement? J'ai mis les principaux. On a des agents donc, qui vont permettre la myéloablation et l'effet antitumeur. Donc, melphalan, busulfan, tréosulfan, VP16, thiotepa, clofarabine, anthracycline, aracitine. Je vous les cite parce que vous allez voir que c'est des drogues qu'on utilise, j'allais dire tous les jours, nous, greffeurs. Et puis, pour ce qui est des drogues immunosuppressives, fludarabine, cyclophosphamide ou endoxan, tréosulfan, sérum et puis l'immunothérapie avec les anticorps, le sérum antilymphocytaire, éventuellement le Campat. Et puis, il y a une technique particulière qui s'appelle l'irradiation lymphoïde totale, où vous irradiez le système ganglionnaire du patient qui conduit donc à son immunodépression. L'irradiation corporelle totale, elle réalise les deux actions en même temps, la myéloablation et l'immunodépression. Et puis, quand vous pensez conditionnement, il faut penser donc à l'activité antitumorale et éventuellement à des maladies qui ont un tropisme pour le système nerveux central. Et donc, il peut être intéressant d'utiliser des drogues dans ce conditionnement qui vont nettoyer le système nerveux central ou prévenir justement la migration des cellules tumorales dans le système nerveux central. Donc, l'irradiation corporelle totale, c'est intéressant. Le thiotepa également, puisqu'il passe la barrière méningée, et la racitine également. Alors, quand peut-on se passer d'un conditionnement? Quand on n'a pas besoin de myéloablation et quand on n'a pas besoin d'immunosuppression chez l'hôte. Alors, il y a une condition unique qui est celle des enfants présentant un déficit immunitaire primitif sévère, puisqu'ils n'ont pas de système immunitaire. Eh bien, effectivement, on peut se permettre de ne pas faire de conditionnement dans cette situation. Et la première publication, si j'ai bien fait ma bibliographie, date quand même de 1968. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Néanmoins, ça marche bien quand on utilise un donneur familial matché. On sait qu'il y a quand même des risques de non-prise avec des donneurs soit de fichiers, soit mismatch, du fait que probablement il faut quand même réaliser un peu de myéloablation. Et donc aujourd'hui, on recommande quand même de faire un conditionnement si vous n'avez pas un donneur sibling dans cette situation. C'est quand même tout à fait unique. Alors, on en vient aux trois types de conditionnement répertoriés aujourd'hui. Ça va dépendre de l'intensité de la myéloablation. Cette myéloablation, elle peut être soit complète, c'est-à-dire que vous détruisez complètement la moelle du patient, et on va alors parler de conditionnement myéloablatif. Et vous savez, le diminutif, c'est MAC pour Myeloablative Conditioning Regimen. Si cette myéloablation est incomplète, eh bien on va distinguer des conditionnements qu'on appelle non myéloablatifs, ou NMA, c'est le diminutif anglais également, ou conditionnement à intensité réduite, ou RIC, Reduced Intensity Conditioning, qui est un peu plus intensif. Alors, qui dit myéloablation incomplète, dit persistance évidemment d'une hématopoïèse autologue persistante chez l'hôte, et donc possiblement persistance de cellules tumorales. Et on voit tout de suite que le problème de ces conditionnements NMA et RIC, ça va être évidemment la rechute. Alors, comment on définit exactement un conditionnement MAC, un conditionnement NMA et un conditionnement RIC? Ça a été discuté après la naissance, évidemment, des conditionnements non myéloablatifs.
au cours des années 2000. Et il y a eu donc, des experts qui se sont réunis pour permettre de savoir de quoi on parle, pour permettre évidemment de faire des études qui aient un peu de sens. Donc, c'est la fameuse classification de Bacigalupo 2009. Qu'est-ce qu'un MAC? Eh bien, c'est un conditionnement qui va entraîner une aplasie irréversible. Et donc, vous avez besoin absolument d'un greffon pour pouvoir permettre une correction de cette aplasie irréversible. Sinon, le patient reste en aplasie de façon définitive. Le conditionnement non myéloablatif, NMA, c'est un conditionnement qui ne va pas entraîner d'aplasie. Et donc, vous n'avez pas besoin de greffon en théorie, puisque l'aplasie n'existe pas. Et puis, de façon intermédiaire, vous avez ce qu'on appelle les RIC, conditionnement à intensité réduite. Donc, ils sont définis par rapport aux deux autres, c'est-à-dire que ce ne sont ni des MAC ni des NMA, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner une aplasie, mais qui n'est pas, elle, définitive. C'est-à-dire que si vous attendez des semaines ou des mois, au bout d'un moment, les cellules autologues vont réapparaître. Mais ce n'est pas le but, évidemment, puisqu'on veut greffer les patients. Alors, quelques exemples de conditionnement MAC et non myéloablatif, ERIC. Alors, je vous ai mis, parce que souvent c'est très difficile de savoir effectivement de quoi on parle. Donc, cette étude de Bacigalupo a également permis de préciser un petit peu les choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, que vous reteniez. C'est qu'à partir du moment où on utilise, par exemple, une irradiation corporelle totale qui dépasse ou est égale à 8 Gray, on est dans le MAC. En dessous, on est dans le RIC-NMA. Busulfan, si vous faites 3 ou 4 jours de busulfan, vous êtes dans le MAC. Si vous en faites 1 à 2 jours, vous êtes dans NMA-RIC. Tiotepa, si vous faites 1 jour, c'est du réduit. Si vous faites 2 jours, c'est du MAC. Et puis, une drogue qu'on utilise depuis depuis peu maintenant, le tréosulfan, à la place du busulfan, on va le voir après. Là aussi, les doses sont importantes. 10 grammes mètre carré, 3 jours, vous êtes dans l'atténué. 12-14 grammes mètre carré, 3 jours, vous êtes dans le MAC. Donc, ça vous permet, je pense, de vous repérer un petit peu dans ce qu'on fait dans les services. Donc, sinon, quand vous avez une irradiation corporelle totale, vous pouvez faire, comme vous le savez, soit des doses uniques, soit des doses fractionnées. Si vous utilisez une dose unique supérieure ou égale à 5 Gray, vous êtes dans le MAC. Si vous êtes, on vient de le dire, supérieur ou égal à 8 Gray, fractionné, vous êtes dans le MAC également. Le non myéloablatif, NMA, ça concerne des doses de TBI inférieures ou égales à 2 Gray. Voilà, et ça concerne également l'association TBI inférieure ou égale à 2 Gray fludarabine, des associations fludarabine endoxan, fludarabine aracée. Tout le reste est décrit comme du RIC. Alors, une autre façon de classer les choses, les Américains, vous voyez, ont classé, donc un conditionnement se classe en fonction de son intensité. Et on va voir que plus le conditionnement est intensif, eh bien, on peut s'y attendre, plus il est toxique. Donc, en bas, les associations de petites doses d'irradiation avec la fludarabine busulfan petite dose, et tout en haut, donc les conditionnements myéloablatifs, on va le voir, Busaï et SAI-TBI. Dernièrement, le BMT a également s'est intéressé au conditionnement dans le cadre des leucémies aiguës myéloblastiques. Ils ont créé un score d'intensité des conditionnements qu'on utilise dans la LAM. Alors, il y en a énormément, vous voyez, hein, ils sont tous déclinés là. Et ils ont réussi à distinguer 3 groupes, une intensité basse, une intensité intermédiaire, une intensité haute.
Et cette classification permet de prédire la mortalité liée à la greffe et la rechute mieux qu'une distinction de type RIC-MAC. Donc, ce score peut être utilisé aujourd'hui pour prédire l'ANRM et la rechute dans les LAM. Un mot de nomenclature, les conditionnements sont dénommés selon plusieurs éléments. C'est souvent l'initiale de la drogue que vous utilisez ou les premières lettres de la drogue que vous utilisez. Ça peut être parfois le nom entier de la drogue. Les nombres de jours administrés sont pris en compte également. Et puis parfois, on dénomme un conditionnement par la ville où il est né. Alors le fameux, par exemple, Baltimore, dont on va parler tout à l'heure. Pour l'irradiation, on parle soit de TBI à l'anglaise, soit d'ICT en français. Alors, est-ce qu'il faut faire un MAC ou est-ce qu'il faut faire un RIC? C'est une question que vous devez vous poser, évidemment. Alors, d'abord, il faut savoir que les MAC sont majoritaires en Europe, sur les données de l'EBMT 2018. Ce n'est pas vraiment le reflet de ce qui se passe en France, où on fait plutôt majoritairement du RIC. Et c'est le cas chez nous, en tout cas à Nantes. Les questions, donc on l'a vu, les questions... Pardon. Donc, MAC ou RIC. La question qui se pose, effectivement, avec le MAC, ça va être la toxicité. Plus vous êtes intensif, plus vous êtes toxique. Donc, la question qui va se poser aussi dans le MAC, c'est comment savoir comment diminuer la toxicité. Et on l'a vu tout à l'heure aussi avec les RIC, avec la persistance de l'hématopoïèse autologue. Le risque, c'est évidemment la rechute. Et donc, la question qui va se poser aussi dans les RIC, c'est comment diminuer la rechute. Au final, quand on regarde toutes les études comparatives, MAC versus RIC, la plupart montrent une survie globale qui est identique. Donc, très difficile de choisir entre un MAC et un RIC. On a quand même 2 études prospectives comparatives, une dans les myélodysplasies de Kroger en 2017, qui montre un avantage du MAC par rapport au RIC en survie. Et l'autre étude prospective, c'est celle de Scott en 2017, dans les LAM et dans les MDS, qui montre également un avantage pour les MAC par rapport au RIC. Alors, encore faut-il supporter, évidemment, le MAC. Et dans ces 2 études, les patients recevaient un MAC jusqu'à 65 ans, dans les 2 études. Donc, aujourd'hui, on peut éventuellement proposer, sur la base de ces 2 études, plutôt un MAC chez des patients LAM-MDS qui restent jeunes. Bon, et là, la question reste posée de savoir qu'est-ce qu'un sujet jeune. Un patient qui n'a pas de comorbidité et un patient qui n'a pas de comorbidité, qui va pouvoir supporter la toxicité du conditionnement myéloablatif. Pour les autres pathologies, là, le bénéfice d'un MAC n'est pas démontré. Alors, donc, comment choisir un conditionnement? D'abord, il faut se poser la question de savoir s'il y a un protocole. S'il y en a un, on choisit le protocole. S'il n'y a pas de protocole, on va choisir un standard. Alors, les standards, on va le voir, c'est surtout des conditionnements historiques, parce qu'on a là encore très peu d'études prospectives permettant de répondre qu'est-ce qu'un standard, à la question de savoir qu'est-ce qu'un standard. Et puis, s'il n'y a pas de standard, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Et Stéphanie et Didier l'ont déjà répété tout à l'heure. Il faut se poser plusieurs questions. Le type de quelle maladie on greffe, quel est le stade de la maladie? Est-ce qu'on est en rémission ou en rechute? Est-ce que le patient a des comorbidités? Quel est le type de donneur? Quel type de greffon? La prophylaxie? Et qu'est-ce qu'il faut favoriser? La toxicité ou prévenir la rechute? Voilà. Bon, alors là, effectivement, c'est très difficile de savoir quel conditionnement on va faire
chez le patient. Alors, on va parler successivement des MAC et RIC-NMA. Les MAC, deux standards historiques qui ont été, on va décliner un peu sur le mode de l'histoire, hein, de ce qui a été fait au fil du temps. Donc, on a l'histoire commence par les MAC, les conditionnements myéloablatifs, à partir des années donc, 50, avec deux standards, une association de TBI endoxant, puis une association busulfan endoxant. Et vous savez que les patients qui ont été greffés en premier et dans les premières années où s'est développée la greffe, ce sont les leucémies aiguës en première ligne avec des donneurs matchés. Alors ça a commencé avec des conditionnements uniquement avec de la TBI, d'Ygray. C'est la fameuse étude de Thomas en 1957. Puis on est passé à une association TBI endoxant dans les années 70-80 pour arriver dans les années 80 à une TBI de 12 Gray plus endoxant, dont on a montré qu'elle était supérieure à 10 Gray non fractionnés plus endoxant. Alors depuis, il y a beaucoup de variantes de cette combinaison TBI endoxant. Quand on regarde le BMT Handbook, en fait, ils ont fait un questionnaire et, en Europe et tout le monde fait un peu n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais différentes combinaisons de TBI, ça peut aller jusqu'à 15,7 Gray, et puis le type de fraction est tout à fait variable d'un centre à un autre. Globalement, on peut retenir que le standard TBI endoxant, c'est 12 Gray fractionnés sur 3 jours, avec 2 Gray le matin, 2 Gray l'après-midi, fois 3 jours, donc. Et associé à l'endoxant, le cyclophosphamide, à la dose de 60 mg kg jour pendant 2 jours. Alors, cette TBI entraîne beaucoup de toxicité, donc certains ont eu l'idée d'essayer de se passer de la TBI, et c'est comme ça qu'a été développé le MAC de type busulfan endoxant, qu'on appelle le BUSAI. Donc ça, c'est apparu dans les années 80. Donc, deux standards, ce qu'on appelle le Santos, qui a été créé au Johns Hopkins à Baltimore, avec une association de busulfan 4 jours, et de l'endoxant 4 jours également, à la dose de 200 mg kg. Publication en 83. Et l'autre variante, eh bien, c'est au lieu de 4 jours d'endoxant, 2 jours d'endoxant à 120 mg kg. C'est le fameux Tushka en 87. Autre avancée thérapeutique, ces conditionnements ont été développés avec du busulfan Peros, qui était très à la fois toxique ou on ne savait pas s'il était vraiment absorbé, d'où une inefficacité possible du conditionnement. Et donc a été développée une forme IV qui a permis de réduire la toxicité. Et puis, on a également développé le dosage du busulfan, la pharmacocinétique du busulfan, qui a permis également d'administrer des doses de busulfan correctes aux patients et donc de faire en sorte que le conditionnement soit le plus efficace possible. Donc aujourd'hui, globalement, en ce qui concerne le busulfan endoxant, le standard, c'est 4 jours de busulfan avec une dose totale à 12,8 mg kg en IV et des doses d'endoxant à 60 mg kg jour, 2 jours. Donc, ce qu'on peut appeler B4, 4 jours, SAI, 2 jours. Alors, qu'est-ce qui fait mieux entre TBI, SAI et BUSAI? Ben, là aussi, on n'a pas beaucoup d'études, en fait, on n'a pas d'études prospectives. Dans les LAM, on a montré que globalement, peut-être le BUSAI était supérieur au TBI SAI dans une étude rétrospective, sinon toutes les autres ne montrent pas de supériorité. Dans la LAL, par contre, le TBI SAI semble supérieur au BUSAI dans des études également rétrospectives. Donc aujourd'hui, si on doit faire ces conditionnements myéloablatifs historiques, il vaut mieux privilégier TBI-SAI dans les LAM et BUSAI dans les LAM, oui, et BUSAI dans les LAL. Voilà.
Alors, attention également au timing, parce que ces drogues, et en particulier l'endoxan, peut entraîner une altération du greffon. Et donc, il faut toujours penser à faire au moins un jour off entre ce conditionnement et l'administration du greffon. Alors, comme aujourd'hui, on utilise beaucoup de gens utilisent des greffons de cellules souches périphériques et qu'on a démontré que dans ce cadre-là, MAC, le CSP, il fallait rajouter du sérum antilymphocytaire pour diminuer l'incidence de GVH. Eh bien, ces 2 jours, ces 1 ou 2 jours off permettent de passer le SAL avant la greffe. Donc, la question des MAC, c'est comment diminuer la toxicité. Et on en vient au concept de conditionnement MAC à toxicité réduite, donc développé à partir des début des années 2000. Effectivement, ces conditionnements sont très toxiques. Alors, dans la LAL, comment peut-on faire? Eh bien, on a ces données là, du GRAL 2003-2005 où on voit que les patients greffés ont reçu une dose de TBI 12 Gray et de l'endoxan SIDE, donc le standard. Et en fait, c'est surtout les patients de 45 ans qui sont impactés par ce conditionnement myéloablatif en termes de mortalité. Donc, il faut penser à essayer de réduire la toxicité chez ces patients de plus de 45 ans. Donc, une première possibilité, c'est diminuer la dose de TBI en restant myéloablatif. Et donc, vous avez par exemple cette possibilité de réaliser un MAC avec toxicité réduite en associant une TBI 8 Gray, on reste en MAC, avec de la fludarabine. Et effectivement, dans cette étude, alors qui concerne la LAM, pas la LAL, on a une NRM qu'à 8%, donc ce qui est tout à fait correct. Et puis, on a également cette étude qui a comparé Fluda-TBI 8 Gray versus Fluda-TBI 12 Gray, là encore dans la LAM, en montrant que la survie était la même, donc 8 égale 12, et une TRM qui était surtout diminuée significativement pour les patients de plus de 40 ans. Et donc aujourd'hui, dans le GRAL, pour les patients jeunes, adultes, qui vont à la greffe, l'alternative par rapport au conditionnement MAC historique TBI 12 endoxan 2, eh bien, c'est de faire fludarabine TBI 8 Gray. Voilà. Alors, on n'a pas encore décidé pour le futur protocole 2024, mais voilà ce qui est fait aujourd'hui en France pour les LAL sujets jeunes adultes. Alors, comment diminuer encore la toxicité? On peut remplacer la TBI par des nouvelles drogues, parce que c'est surtout en fait la TBI qui pose problème en termes de toxicité. On a des études rétrospectives avec qui comparent la TBI à des conditionnements avec du thiotepa. Thiotepa qui est intéressant puisqu'une fois encore, il passe la barrière du système nerveux central. Et les LAL, vous le savez, ça peut aller dans le système nerveux central. Alors, dans cette étude, eh bien, la TBI restait supérieure à des conditionnements à base de thiotepa. Alors, c'est du rétrospectif, donc néanmoins, la TBI semble supérieure à l'utilisation de conditionnement à base de thiotepa. Donc ça, c'est chez les adultes. Chez les enfants, on a une étude très importante qui est évidemment l'étude Forum, qui a comparé donc le standard TBI 12 SIDE2, là encore à des conditionnements avec du thiotepa ou des conditionnements avec du très haut sulfan, donc sans irradiation. Eh bien, une étude donc prospective, comparative, faite dans les bonnes pratiques. Et vous voyez que c'est la TBI qui l'emporte encore. Donc, chez les enfants, tous ces résultats montrent que la TBI est indispensable pour le conditionnement des LAL. Et une des possibilités donc, pour diminuer la toxicité de la TBI 12, c'est de faire la TBI 8. Dans les LAM, comment réduire la toxicité du busulfan endoxan, qui est donc le standard historique?
eh bien, là aussi, ont été développés des conditionnements à toxicité réduite. Comment? En changeant de drogue. Donc, le fameux TBF, thiotépa-busulfan-fludarabine, bien, en fait, c'est équivalent dans une étude rétrospective ici. On a par contre une étude prospective de Rambaldi en 2015 qui a comparé une association fludarabine-busulfan 4 jours. Eh bien, cette étude a montré non pas un avantage en survie, mais une diminution de la TRM avec le FB4 chez des patients de 40 à 65 ans, significative. Et donc, aujourd'hui, en France également, on a remplacé le busulfan endoxan historique par le conditionnement FB4 quand on doit aller à la greffe pour des sujets jeunes LAM entre 18 et 45 ans. Alors, on peut essayer de diminuer la dose de busulfan. On reste toujours dans le myéloablatif. 3 ou 4 jours de busulfan, on est dans le MAC à toxicité réduite. Et donc, ça, c'est une étude qui a été faite également par SFGMTC, qui était intéressante parce que la TRM restait également assez correcte et diminuée. Mais on n'a pas de données FB3 versus FB4. Alors, on peut également améliorer. Donc, le standard aujourd'hui, c'est le FB4 pour les LAM en MAC, pour les sujets qui peuvent le supporter, les sujets jeunes. Et donc, une des questions qui peut se poser, c'est comment améliorer le FB4 ? Eh bien, en changeant, là encore, de drogue. Alors, une des drogues qui est apparue depuis quelques années, c'est la clofarabine à la place de la fludarabine. Donc, c'est un analogue des purines de seconde génération et qui a potentiellement des activités antileucémiques supérieures à la fludarabine. Et donc, effectivement, on commence à avoir des données MAC, CLOB4 versus FB4 qui semblent intéressantes. Comment améliorer encore le FB4 ? Eh bien, on peut essayer de changer le busulfan par le tréosulfan. Pourquoi ? Parce que ces tréosulfans entraînent une moindre toxicité. Donc, c'est le conditionnement qu'on appelle flux tréosulfan. En rappelant qu'on est dans le MAC quand on utilise des doses à 12 ou 14 mg par mètre carré 3 jours. On a cette étude rétrospective qui a comparé le FB4 à flux tréosulfan 12-14 grammes 3 jours. Pas de différence en termes de survie et de LFS. Et surtout, pas de différence non plus quand on greffe des patients en première rémission complète, ce qui est la majorité des patients. Donc, pour l'instant, chez les sujets jeunes, le FB4, LAM, reste le standard. Alors, il y a encore des comparaisons avec le TBF, thiotépa-busulfan-fludarabine. On rajoute une drogue au FB4. Et là aussi, il n'y a pas de différence. Donc, en gros, LAL, c'est toujours TBI endoxan aujourd'hui, avec peut-être, pour les sujets les plus âgés, TBI 8 fludarabine. Et dans les LAM, le standard, c'est le FB4, fludarabine, busulfan 4 jours. Alors, on en vient maintenant au deuxième type de conditionnement. On regroupe NMA et RIC à peu près ensemble, en gros. Donc, c'est des conditionnements qui ont été inventés à la fin des années 90 seulement, donc il y a moins de 25 ans. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Parce que l'idée qu'on pouvait installer un greffon sans conditionnement myéloablatif n'est survenue que finalement très récemment. Et en fait, plusieurs équipes ont montré que c'était possible. Et donc, il y a 3 standards ou 3 écoles historiques qui ont développé les conditionnements non myéloablatifs. Donc, l'équipe israélienne, ce qu'on appelle le conditionnement Slavine. On va le voir maintenant, ça s'appelle le conditionnement FB2. Donc, 1998, c'est une association de fludarabine, busulfan, sérum antilymphocytaire. Le conditionnement, la deuxième école, c'est l'école Seattle, avec une association de fludarabine et TBI à petite dose, degrés. Et puis l'école du MD Anderson à Houston,
qui a développé deux types de conditionnement atténués, le FLAG, avec une association de fludaracéide arubicine GCSF, et le fludarabine melphalan. Alors, quel est le meilleur là-dedans? Eh bien, Didier, avec son équipe, avait fait une étude dans les années 2000 pour comparer le slavine versus fludarabine TBI. Et il y avait un avantage, pas en survie globale, mais en LFS pour le FB2. Et puis, il y a eu cette grosse étude de la SFGMTC qui a porté sur plus de 1000 patients, qui a montré que le FB2, fludarabine busulfan 2 jours, eh bien, était supérieur à tous les autres conditionnements de type RIC. Dans cette étude, on a montré aussi que la dose d'ATG avait un impact et que donc, globalement, il fallait faire 2 jours d'ATG en association avec le FB2. Et donc, le FB2 A2 est devenu le conditionnement standard en France, on va dire à l'orée des années 2010. Voilà. Alors là aussi, il y a des variantes parce qu'il y en a qui font, donc c'est 5 jours de fludarabine, mais il y en a qui commencent à J-6, d'autres qui commencent à J-5. Et puis le SAL peut être donné à J-3, J-2 ou J-2, J-1. Donc tout ça peut entraîner probablement quelques petites variations et peut-être des résultats différents. En tout cas, aujourd'hui, donc F5, 5 jours de fludarabine, 2 jours de busulfan, 2 jours d'ATG est le standard pour les sujets qu'on appelle âgés, donc qui ne peuvent pas recevoir un MAC. Donc on va dire globalement en France, ce qui est accepté, c'est 40-50 ans, ou des sujets jeunes avec des comorbidités, et ça concerne toutes les hémopathies, en première ligne ou au-delà. Et d'ailleurs, donc, dans le... Je suis en retard. Donc, la question qui se pose pour les RIC, c'est les rechutes. Comment diminuer les rechutes? Alors, on peut essayer de monter les doses de busulfan, donc faire des conditionnements MAC à toxicité réduite, FB3, FB4. Pas de différence ici en rétrospectif en première rémission complète dans les LAM-MDS. Il y a peut-être un avantage au FB4, mais il faut encore le supporter dans les LAM-MDS au-delà de la RC1. Et puis, on a surtout cette étude de Marseille également, dont les résultats donc rapportés cette année, en fin d'année dernière à l'ASH, qui a comparé donc FB2, FB3, FB4 chez les patients de 50-65 ans non éligibles à un MAC, aucune différence. Donc FB2 reste le standard. Dans les lymphomes, c'est pareil, on a fait une étude rétrospective, FB2 égale FB3 égale FB4, FB2 donc standard également. Et donc, comment améliorer ce FB2 encore? Eh bien, changer de drogue, donc éventuellement remplacer la fludarabine par la clofarabine parce que ça a une action antileucémique plus importante. Effectivement, on a une étude ici rétrospective qui montre que peut-être CLO-B2 serait supérieur à FB2. Et donc, il va y avoir un essai de phase 3 comparatif. On a obtenu un PHRC là, cette année pour comparer FB2 à 2, CLO-B2 à 2 dans les pathologies LAM. Et puis, vous le savez, on peut également remplacer le busulfan par le tréosulfan avec un conditionnement flux tréosulfan. Donc, c'est l'étude de Belen en 2019, prospectif, phase 3. Et là, en fait, on a un avantage pour le flux tréosulfan en termes de survie et de moindre toxicité. Alors, cette étude a été un peu discutée parce que c'était une étude basée sur la non-infériorité et non la supériorité. Néanmoins, voilà un nouveau standard qui peut être une alternative donc, au FB2A2, à savoir le fludarabine, 3 jours de tréosulfan et 2 jours d'ATG. Alors, on passe. Voilà. Greffe alternative très vite. Greffe placentaire, première greffe en 89, Eliane Gluckman à Saint-Louis. C'est un MAC
avec TBI 5 graisse single dose endoxant. On l'a vu tout à l'heure, cette étude de l'ASFGM Gérard Michel. Chez les enfants, on est toujours dans le MAC aujourd'hui, avec toujours soit du Busaï, soit TBI-SAI. Chez les adultes, on a développé les conditionnements pour les cordons au début des années 2000, avec l'étude avec l'équipe de Bronstein à Minneapolis, une association endoxant TBI de grès fludarabine, avec, comme vous le voyez, des survies pas très bonnes, ce qui a été confirmé également avec l'étude française de Bernard Rio. Et donc, l'idée, c'est également là, de renforcer le conditionnement chez les adultes. Et on a par exemple cette étude thiotépa busulfan fludarabine, TBF-CORD, dont on attend les résultats. Conditionnement séquentiel, ils ont été inventés en 2004-2005 par M. Schmidt en Allemagne, à Munich. L'idée, c'est de proposer une greffe à des patients qui sont réfractaires de leur leucémie et en associant une chimiothérapie de debulking, puis le conditionnement à la greffe sur une même séquence d'environ 13-14 jours. Le debulking ici, c'était fludarabine aracée amsacrine et ensuite le RIC avec busulfan TBI ATG. On est à peu près à 40% de survie à 2 ans. Alors nous, on a essayé d'améliorer les choses de ces conditionnements séquentiels en proposant d'ajouter la clofarabine. Donc c'est le protocole qu'on appelle CETRIC. Et on reste à peu près à 40% de survie à 2 ans dans ces LAM réfractaires. Voilà. Se développent également des conditionnements séquentiels avec le thiotépa. Et là, 2 études prospectives viennent d'avoir lieu, le CETAPLO, l'ISETAPLO, donc avec une association thiotépa, endoxan et toposide, puis le RIC FB2 pour des lymphomes ou des LAM réfractaires, et on attend les résultats. Enfin, greffe à plot. Donc, dans les années 80, on connaît que le MAC, donc on fait du MAC, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, et ils font de la GVH. Les années 90, c'est la sélection CD34, comme l'a dit Stéphanie, à Perugia, avec toujours des conditionnements MAC. Mais là aussi, c'est très compliqué déjà à réaliser. Et puis, ça ne marche quand même pas très bien. Et il faut attendre donc l'équipe de Baltimore avec son fameux conditionnement non myéloablatif. Donc, une association de fludarabine 5 jours, 2 jours de petite dose d'endoxan, une faible dose de TBI et surtout l'endoxan post-greffe. Néanmoins, vous voyez, les survies sont assez mauvaises, sauf dans le Hodgkin. Et donc, comment améliorer ça? Eh bien, par exemple, en remplaçant la fludarabine une fois encore par la clofarabine, c'est ce qu'on a fait à Nantes, avec des survies qui sont quand même assez bonnes. Il y a l'approche asiatique, où on remplace l'endoxan post-greffe avec du sérum anti-lymphocytaire. Donc là, je ne détaille pas, mais en gros, les études comparatives Baltimore versus ATG montrent les mêmes résultats. Voilà. Pour finir, ce qui se développe de plus en plus dans le cadre de la greffe à plot, c'est les conditionnements TBF avec l'endoxan post-greffe. Donc, ils sont utilisés dans les protocoles prospectifs en cours de la SFGMTC, que je ne vais pas vous détailler non plus. Voilà. Et puis, pour finir, quel est l'avenir des conditionnements? Eh bien, on peut imaginer associer au standard de nouvelles drogues, en particulier les anticorps monoclonaux, de la radioimmunothérapie. Voilà, donc tout est à faire. Mais vous voyez que le choix d'un conditionnement reste très difficile aujourd'hui. On a des données surtout rétrospectives et donc il faut s'appuyer sur l'histoire et les standards qui ont quand même fait leurs preuves. Voilà, merci. J'étais un peu long, mais c'est un sujet difficile et compliqué. Merci Patrick pour cette revue très extensive des conditionnements et tu as bien montré la difficulté auquel on est confronté jour après jour. Alors, on a pris un peu de retard. Il y aura peut-être le temps pour voire 2 questions avant d'enchaîner. Et de toute façon, on aura du temps à la fin de la matinée pour pouvoir réaborder ce sujet-là.
Donc, vous savez quel est le meilleur conditionnement à utiliser. Il y avait une note dans l'un des premiers textbooks de Don Thomas où Finnbo Peterson et son collègue avaient écrit, ils avaient le chapitre conditionnement et ils ont commencé en disant le Graal de tous les greffeurs, c'est de trouver le conditionnement idéal. Et c'était écrit au début des années 90, et après 20 ans de travail, nous ne l'avons pas trouvé et nous pensons qu'il n'existe pas. Parce que d'autres paramètres sont importants. Est-ce qu'il y a un rationnel de pathologie d'avoir choisi initialement et ensuite d'avoir rajouté oui, je me demandais s'il y avait un rationnel un peu plus physiopathologique à choisir initialement le busulfan, un alkylant, et ensuite d'avoir rajouté un antimétabolite. Est-ce que c'était dans une vision d'associer les effets, ou est-ce que c'est simplement historique, les drogues qui étaient disponibles? Alors, je pense que c'est complètement historique et qu'on avait ces drogues à disposition, on les a mis ensemble et on a vu ce que ça donnait. Voilà. Du coup, avec du recul, maintenant qu'on a plein de drogues, si on devait reprendre, commencer maintenant un conditionnement à zéro, est-ce que vous auriez repris ces deux drogues-là également? Alors, comment dire, on part jamais de rien, donc forcément, on est le fruit de l'histoire, et donc je pense pas qu'on puisse imaginer des conditionnements à partir de rien. Voilà, donc je peux pas très bien répondre puisque je suis pas au début des choses. Les gens qui étaient au début, c'était quand c'était les Don Thomas, etc. Alors, dans les années 50, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'il y a eu Hiroshima, Nagasaki qui a irradié des gens. Ils étaient en aplasie. Ah bah tiens, l'irradiation, ça entraîne une aplasie. Donc, comment réaliser un conditionnement? En faisant de l'irradiation. Voilà, ça fait partie de là. En fait, on ne s'appelle pas George Santos. Donc, Santos avait telle vision des choses, une telle expérience qu'il a pu travailler. Juste pour mettre la toute petite perspective historique, comme tu l'as dit, la TBI est venue après les problèmes de bombes atomiques. Et en fait, le conditionnement initial, tu l'as dit, c'est TBI. Ouais, l'endoxan a été ajouté tout simplement pour diminuer la toxicité de la TBI, parce qu'on donnait de l'endoxan afin de faire une liste tumorale beaucoup moins importante, beaucoup moins rapide que la TBI seule. Et George Santos a développé le busulfan, parce que c'était une drogue qui était disponible, et il travaillait sur le busulfan à ce moment-là, il travaillait sur la souris dessus, parce qu'il n'avait pas accès à la TBI. Et ça a été là. Donc, l'histoire, et maintenant on peut en effet épiloguer sur beaucoup de choses, mais ça a été très pragmatique. L'autre possibilité aurait été le malphalan, qui est développé par McElwain, notamment en Grande-Bretagne, mais c'était beaucoup moins maniable que le busulfan dans ce cadre. Et je dirais aussi que ça reste encore très pragmatique parce que tous les centres font chacun ce qu'ils veulent. Et c'est très compliqué de comparer les choses aujourd'hui encore parce qu'il y en a qui mettent un jour d'ATG, 2 jours d'ATG, à J-1, J-2. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé pourquoi à Marseille, on fait pas d'ATG à J-1, alors que nous, on le fait à J-1. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas avoir un impact trop important en termes de télépression. D'accord. Bon, Florent, en plus du sujet, il faut que tu rattrapes le temps de… Ah bah, alors là, vous êtes copains, donc ça ne pose aucun problème.